Bonjour chers amis, salut tout le monde, bonjour à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, personnes, gens plus âgés, merci d'être là, merci d'être présents. Alors, je vous le rappelle sans cesse, je vous le dis parce que vous ne le faites pas, commentez ces vidéos s'il vous plaît, faites-moi des commentaires, commentez après l'avoir visionné, en partie ou en totalité, ou même avant si vous le souhaitez, faites-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la liste des chefs d'État du pays des fromages, que je vous développe le mieux possible, dirigeant par dirigeant maintenant. Bon, au début, c'est vrai, j'ai fait les rois, les monarques, en groupe par 3, 4, 5, 6, je ne sais plus. Là, je l'ai fait individuellement. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de mettre un pouce et d'activer la clochette si vous souhaitez voir grandir cette chaîne. Sinon, ben, écoutez, ne faites rien. Qu'est-ce que je vous dise? Je ne peux rien vous dire de plus, chers amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir un dirigeant de la Troisième République, toujours, hein, à savoir François Mitterrand. Pas Mitterrand, hein, ne confondez pas, s'il vous plaît. C'est pas de la famille. Hein. C'est pas de la famille de François Mitterrand du tout. Mais il s'appelle Alexandre Mitterrand, voilà, il est né le 10 février 1959 à Paris et mort le 8 avril 1943 pardon, à Versailles. Est un homme d'État du pays des habitants du fromage. Il est président du Conseil du 20 janvier au 23 septembre 1920, puis président de la République du 23 septembre 1920 au 11 juin 1924. Alors, nous allons voir ses différentes fonctions, son curriculum vitae à travers les fonctions qu'il a eues. Alors, on vient de le dire, du 31 octobre 1927 au 10 juillet 1940, 12 ans, 8 mois et 8 jours, il a été sénateur des habitants du pays des fromages. Élection le 30 octobre 1827, réélection le 20 octobre 1935, circonscription de l'Orme, dans l'Orme, apparemment là où il est né, hein, semble-t-il. Je crois, hein, ah non, il est né à Paris. Non, bon, donc c'est pas un département qu'il a appris à connaître certainement, oui. Enfin, un parachuté, comme on dirait aujourd'hui. Un parachuté. Alors, groupe politique Union républicaine, prédécesseur Robert Leneveu. On va voir qui c'est. Ah, on n'a pas d'image, bon. Successeur, bon, prédécesseur, on l'a dit, Robert Leneveu. Successeur, aucun. Ah bon, régime de Vichy, bon. Ah oui, 1940, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est Albert Lebrun. Oh, décidément, il faut que je me réveille. Non, Alexandre Mitterrand, pardon. Tiens, c'est bizarre ça. Personne, donc, régime de Vichy, c'est à part, hein, vous le savez. Alors, le 6 avril 1925, pardon, 14 janvier 1927, un an, 8 mois et 8 jours, qu'est-ce qu'il a été sénateur? Élection 5 avril 1925, circonscription de la Seine, donc Paris, sa couronne, sa poche couronne, et la grande banlieue de maintenant. Groupe politique Union républicaine, prédécesseur Paul Magny et successeur Amédée d'Herbecourt. Ah, voilà. Ensuite, il a été président de la République française, directement, du pays des fromages, oui, bon. 23 septembre 1920, 11 juin 1924, 3 ans, oh là, pas longtemps, 8 mois et 19 jours. Élection 23 septembre 1920. Président du Conseil Georges Legge, qui était Georges Legge, on va voir un petit peu. Voilà. Euh, Président du Conseil Georges Legge, je l'ai dit. Aristide Briand, décidément, on le voit souvent, lui. Raymond Poincaré, que voilà. Futur dirigeant du pays des fromages, vous le verrez. Ah ben non, c'était son prédécesseur, pardon. Ensuite, prédécesseur Paul Deschanel, successeur Gaston Doumergue. Voilà le successeur. Mais je ne vous ai pas rappelé, chers amis, qu'entre-temps, il y a eu une vacance de pouvoir, donc un pouvoir provisoire par le président du Sénat, je crois, a pris la présidence par intérim, comme l'on dit. Hein. Alors, président du Conseil des ministres, 20 janvier, 23 septembre 1920,
8 mois et 3 jours, président Raymond Poincaré, Paul Deschanel, gouvernement Mitterrand, premier et deuxième mandat, législature 12e et troisième République, pardon, 12e circonscription, pardon, et troisième République évidemment. Voilà, c'est là qu'on voit la chose. Coalition Bloc National, ARD, PRDS, FR, RI républicain je crois, et DVD, divers 3 sans doute. Hein. Prédécesseur Georges Clemenceau, successeur Georges Legge. Voilà. Alors, ministre des Affaires étrangères, 20 janvier 23 septembre 1920, 8 mois et 3 jours, président Raymond Poincaré, Paul Deschanel, gouvernement Mitterrand, première et deuxième législature sans doute, prédécesseur Stéphane Pichon, hop, on va voir qui c'est, si on a un portrait, oui voilà. Et les lunettes à l'époque, c'était vraiment de grosse fortune, hein, de travers. Bon. Et successeur Georges Legge, commissaire général de la République à Strasbourg. C'est pas le Parlement, là, c'est pas le Parlement de Bruxelles. Non. 21 mars 1919, 25 janvier 1920, 10 mois et 4 jours, président Raymond Poincaré, Paul Deschanel, gouvernement Clemenceau, deuxième législature, Mitterrand, deuxième législature, prédécesseur, fonction créée, donc voilà, ça n'existait pas avant. Successeur Gabriel à la petite. Tiens, peut-être un parent de ce cycliste des habitants du pays des fromages. Ah oui, peut-être. Ministre de la guerre, 28 août 1914, 29 octobre 1915, 1 an, 2 mois et 3 jours. Président Raymond Poincaré, gouvernement Viviani, deuxième mandat apparemment. Oh, le deuxième gouvernement, oui c'est ça. Deuxième gouvernement, Viviani, formé au début de la Première Guerre mondiale, le 26 août 1914, et dissous après plus d'1 an d'activité, le 29 octobre 1915, et un gouvernement de la Troisième République en pays des fromages. Prédécesseur Adolphe Messimy et successeur Joseph Galliani, général ou maréchal. Oui. Alors, 14 janvier 1912, 12 janvier 1913, 11 mois et 29 jours, président Armand Félière, gouvernement Poincaré, premier gouvernement, prédécesseur Adolphe Messimy et successeur Albert Lebrun. Voilà. Ministre des Travaux publics, des Postes et Télégraphes, l'actuelle banque postale. Voilà. 24 juillet 1909 et 3 novembre 1910, 1 an, 3 mois et 10 jours, président Armand Félière, gouvernement, le premier gouvernement de Briand, Aristide Briand sans doute, hein, je pense. Oui, voilà. Et prédécesseur Louis Barthou, voilà, Louis Barthou, et successeur Louis Puech, ou Pêche, je ne sais pas comment on dit, Puech, hein, certainement. J'aime beaucoup les cols de chemise de l'époque, vous voyez, ce qu'on appelle les plastrons. À l'époque, il y avait ça au col et aux manches. Il fallait mettre de la poudre de riz, je crois, et puis repasser avec, hein, poudre de riz humidifiée, bien sûr, et repassage après, pour pouvoir défroisser ces plastrons. Alors, prédécesseur du gouvernement Paul Delambre, c'est ça, Paul Delambre, et successeur Georges Trouillot. Député France des habitants du pays des fromages, 28 décembre 1885, 23 septembre 1920, 34 ans, 8 mois et 28 jours, élection 27 décembre 1885, réélection le 6 octobre 1889, réélu encore le 20 août 1893, puis le 8 mai 1898, puis le 11 mai 1902, puis le 6 mai 1906, et encore le 8 mai 1910 et le 26 avril 1914, puis encore le dernier 16 novembre 1919. Circonscription La Seine, législature 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e mandat,
de la Troisième République. Groupe politique EXG 1886-87, RS 1887-88, EXG encore 1888-93, US, non pas les USA, hein, 1893-1902, SP 1902-1910, RS 1910-1914, URRRS, décidément, 1914-1919, NI 1919-1920. Successeur, Joseph Louis Bonnet. Voilà. Conseiller municipal de Paris. Bon, c'est très long. Hein. Non, c'est qu'on arrive à la fin. 4 juin 1884, 31 décembre 1885. 1 an, 6 mois et 27 jours. Élection 11 mai 1884. Circonscription La Muette. Ah, c'est un quartier de Paris, ça, bien sûr. Ouais, c'est dans le 8e, dans le 6e arrondissement de Paris. Ensuite, groupe politique autonome, communal. Autonomie communale, pardon. Prédécesseur, Paul et Léon à Cloc. Voilà. Très beau visage. Et successeur, Léon Donat. On n'a pas d'image, je dis rien. Alors, biographie, bon voilà, hein, nom de naissance, on a dit, date de naissance, lieu de naissance, à Paris dans le 5e. Date de décès, on l'a dit, lieu de décès, Versailles, on l'a dit aussi, sépulture, cimetière de Passy, dans le 16e, à Paris. Nationalité, habitante des Pays des Fromages. Parti politique, PSF, 1902-1904, PSI, 1907-1911, PRS, 1911-1912, LRN 1924-1927. Vous voyez, ils n'avaient pas une lignée très stable. Hein. Ces dirigeants, ça montre que la République n'est pas la monarchie. Vous voyez, c'est pour ça que la royauté a quelque chose de plus ferme, beaucoup plus ferme dans la politique, hein, et non pas des variations d'un parti à l'autre, comme ici, puis ailleurs. Hein, et depuis, ça n'a pas cessé. Alors, conjoint Jeanne Le Vaillet, voilà le portrait de cette dame. Voilà. Alors, elle est née où? Dans la Sarthe, apparemment. Non, elle est morte à Versailles, mais elle est née au Mans, dans la Sarthe, que je connais un petit peu. Oui, c'est très joli, le Mans, d'ailleurs. Conjoint, donc, je le voyais, on l'a dit. Diplômé de l'université de Paris, pardon. Profession avocat, journaliste. Religion, agnosticisme. Franc-maçon, peut-être, hein, évidemment, vu le truc. Alors voilà un petit peu une caricature d'Alexandre Mitterrand lors d'une plaidoirie en tant qu'avocat, hein, en 1820. Bon, du radicalisme au socialisme, oui, enfin bon, on passe d'un côté à l'autre, hein, d'une chaise à l'autre, bon, militant et élu radical à Paris 1883-85, enfin bon, nous passons un petit peu les détails. Premier mandat à la Chambre 1885-89, voilà, Georges Clemenceau, dont Alexandre Mitterrand est un proche à ses débuts dans le journalisme et en politique. Oui, bah, il faut déjà le suivre lui, hein. Lui aussi, il est changeant. Bon, passons. Ils ont tous changé de toute manière. Général Boulanger, Georges Ernest Jean-Marie Boulanger, né le 29 avril 1837 à la Callionne à Rennes, au Pays des Fromages, bien sûr, hein, en Ille-et-Vilaine. Enfin, département d'aujourd'hui, hein, et pas de l'époque. Mort le 30 septembre 1891 à Ixelles, en Belgique, est un officier général et homme de politique des habitants du Pays des Fromages. Ministre de la guerre en 1886, il est notamment connu pour avoir ébranlé la troisième quoi République peut-être. Ébranlé la troisième République portée par un mouvement nommé le boulangisme. D'accord. Enfin, passons un petit peu les détails. Il a ébranlé, mais enfin, la République, elle a duré jusqu'à Paul Doumergue. Enfin, on y viendra après, hein, de toute façon, voilà. Principal dirigeant des socialistes indépendants 1892-99, vous voyez, de la droite radicale, mais carrément radicale, hein, ça veut dire, on dirait l'extrême droite d'aujourd'hui, quoi, hein, vous voyez. Et peut-être encore plus virulente que l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen et de Marine, sa fille. Bon, Marine, bon,
Portrait d'Alexandre Millerand publié dans la revue Les Annales politiques et littéraires 1893. Bon, nous passons en ministre dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau 1899-1902. Voilà Alexandre Millerand en 1900. Vous voyez, il est encore un homme jeune. Voilà. Du socialisme au rapprochement avec le centre droit. Oui, alors, vous voyez, on passe d'un côté à l'autre. Hein. Si des figures comme Jean Jaurès et Aristide Briand défendent le ministre du Commerce dans le cadre de l'alliance avec les radicaux, ce n'est pas le cas des courants marxistes et blanquistes, respectivement conduits par Jules Gund et Édouard Vaillant, qui rompent avec les autres socialistes et se réunissent en 1901 au sein de l'unité socialiste révolutionnaire, bon, USR. Bon, la SFIO n'existait pas encore. Nous continuons, chers amis, ministre des Travaux publics du gouvernement Briand, Aristide Briand, bien sûr, hein, 1909-1910, voilà. Nous continuons. Le président Armand Félière et Millerand en visite à Reims, donc en France, dans le pays des fromages, chers amis, en 1909. Alors Félière est là et Millerand, c'est certainement lui, je pense. Voilà, attendez, on va voir un peu la photo peut-être, ce serait bien. Effectivement, Félière, Millerand, oui, c'est possible. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? On a sauté, non. Hop, voilà. Alors ensuite, Premier ministre de la guerre et virage conservateur. Oh là là, il a vaqué d'un parti politique à l'autre. Hein. 1911-1914. Oh là 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 là. Ah ben si, la SFIO existait, voilà. Le Parti Socialiste Section des habitants du pays des fromages de l'Internationale ouvrière, SFIO, est un parti politique socialiste des habitants du pays des fromages qui existe sous le nom de 1905 à 1969. Et oui, c'est François Mitterrand qui modifiera le parti, hein, voilà, en tant que premier secrétaire de ce parti. Alexandre Millerand assistant à des manœuvres militaires en 1912. Vous voyez, donc il existait sur le front quand même, hein, malgré tout. Bon, c'était des hommes d'honneur. Alexandre Millerand en 1915. Nouveau passage au ministère de la guerre 1914-1915, en pleine guerre. Hein. Alexandre Millerand s'entretenant avec le général Pétain. Ah, voilà, le futur dirigeant. Il est où le général Pétain? C'est lui. Voilà. Ou derrière, non, derrière c'est peut-être De Gaulle, je ne sais pas. Le colonel De Gaulle, arrivé de Millerand au grand quartier général, certainement du Parti Socialiste et SFIO, sans doute. Hein. Reste du conflit et commissariat général à Strasbourg 1915-1920. Je poursuis, chers amis. Vous lirez, si vous voulez, la biographie du président Millerand. Alexandre Millerand, donc, rendant le salut à deux poilus après avoir parcouru une tranchée en 1916, vous voyez, en pleine guerre. Enfin, là, il y a eu un répit peut-être dans les bombardements du côté allemand, sans doute. Hein. Passage en revue des troupes par Georges Clemenceau et Alexandre Millerand, 5 octobre 1919, oui, c'était après la guerre. Alexandre Millerand et 6 autres élus du bloc national du deuxième secteur de Paris lors des législatives en 1919, voilà. Alors, figure centrale du pouvoir exécutif, président du Conseil des ministres et des Affaires étrangères en 1920. Je poursuis Alexandre Millerand à la tribune de la Chambre des députés lors de la présentation de son gouvernement en janvier 1920. Et encore Alexandre Millerand accompagnant Paul Deschanel, président de la République, élu pour sa prise de fonction à l'Élysée le 18 février 1920. Politique extérieure, bon, je vous laisse lire, chers amis. Politique étrangère, alors qu'est-ce qu'il a fait de bon? Politique intérieure, qu'est-ce qu'il a fait de bon d'ailleurs? Dans la continuité de son action au sein du gouvernement, Waldeck-Rousseau, Alexandre Millerand entend mettre l'accent sur les questions sociales. Il appelle à l'application concrète de la loi des 8 heures
adoptée l'année précédente. Voilà, vous voyez, la journée de 8 heures ou revendication à une durée du travail d'au maximum 8 heures par jour et une revendication historique du mouvement ouvrier dans tous les pays. Adopté l'année précédente, il fait adopter des textes visant à améliorer la condition des mineurs de fond, hein, et des ouvriers métallurgistes. Voilà. Sur le plan budgétaire, malgré l'accord des réparations de la guerre, les dépenses induites par la reconstruction les indemnisations et les contributions pour l'Alsace-Lorraine, revenue à la France, hein, au pays du fromage, pardon, conduisent à un déficit réel de quelques 30 milliards de francs. Vous vous rendez compte? À l'époque, hein? Wow. Rizzo, donc c'est la source, hein, vous voyez, de 2013. Pour y faire face, Alexandre Mitterrand milite pour des emprunts, oui, auprès des pays restés neutres, dont la Suisse, certainement. Je pense, pas sûr, mais les pays impliqués dans la Première Guerre mondiale peuvent être classés en deux grandes catégories, la coalition des empires centraux et les alliés. Bon, alors on continue, hein, on va passer. Alors, politique étrangère, en plus d'être à la tête du gouvernement, Alexandre Mitterrand assure les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, les conflits d'intérêts, enfin, les doubles pouvoirs, vous voyez, c'est déjà, voilà quoi, l'influence du parti exécutif et législatif. Vous voyez, la Constitution était mise à mal, elle était piétinée, quoi. Et encore, comme je vous l'ai dit, la Constitution de 1789 a été modifiée au moins 3 à 4 fois jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'en 2024. Enfin bref, durant les conférences interalliées qui se tiennent à l'étranger, Gustave... Oula, il a un air sévère. Assure l'intérim de la présidence du Conseil Auguste Isaac. Intérim aux affaires étrangères. Bon, Mitterrand considère le Royaume-Uni comme le principal allié du pays des fromages, bien que des désaccords apparaissent avec Lloyd George. Qui était Lloyd George à Manchester est un homme d'État britannique, d'accord, Premier ministre du Royaume-Uni, d'accord, à la fin de la Première Guerre mondiale, sûrement sous la couronne de Victoria, grande reine, hein, autant vous dire. Bon, après, la dureté de l'époque aussi n'était pas commode sous son règne, qui se montre plus souple. La question demande. Bon, voilà. L'arrivée au pouvoir de Mitterrand intervient au début de l'application du traité de Versailles. Ah là là là. Il faudrait dire deux mots de ce traité, voyez-vous. Il faudrait dire deux mots rapidement, très rapidement. Le traité de Versailles qui remet... Bon, enfin, je vais le noter. Voilà, je le note ici. Hop, je reviens en arrière, pardonnez-moi. Sinon, la vidéo va prendre quelques heures. On va pas s'attarder trop. J'ai déjà passé pas mal de temps. Alors, à l'issue de la guerre soviéto-polonaise, Alexandre Mitterrand, ici avec le général Pilsudski, en 1921, est considéré comme le sauveur de la Pologne. Eh bien, on sait comment les Polonais nous le rendent aujourd'hui dans l'Europe, hein. C'est un pays à la traîne, hein. Bon, bref. Élection présidentielle anticipée. Ah oui, il y a eu un départ, oui, c'est vrai. Au début de la présidence Paul Deschanel, oui, il est mort, je crois assassiné, je ne me rappelle plus. Souhaite renforcer les prérogatives du chef de l'État, mais victime d'une dépression. Ah non, non, il était dépressif, oui, c'est vrai. À cause de sa dépression, de son anxiété, oui. Il s'implique peu dans les affaires publiques, il laisse de fait une totale marge de manœuvre au chef du gouvernement, qu'il n'apprécie guère, mais avec qui il a des rapports courtois. Bon. En juillet 1920, 2 mois après sa chute de train et alors que les rumeurs sur son état se multiplient, le chef de l'État accepte de ne pas démissionner comme le lui a demandé Alexandre Mitterrand. Son état empirant, il charge finalement Mitterrand d'annoncer sa démission au Conseil des ministres 17 septembre. Voilà, comme vous le savez. Voilà.
Alors, présidence de la République 1920-1924. Lui, il est resté que 4 ans, il a démissionné, je n'en sais rien. Rupture avec la constitution Grévy. Vous voyez, les constitutions ont changé plusieurs fois, hein. La constitution, voilà, du pays du fromage. Alexandre Mitterrand choisit Eugène Petit, un anticommuniste avec qui il travaille depuis 1899 comme secrétaire général de la présidence. Alexandre Vignon comme secrétaire général adjoint et conseiller diplomatique, et Jacques Bompard, pas l'actuel Jacques Bompard, il y en a un qui s'appelle Jacques Bompard en 2024 qui était un ancien maire d'Orange ou d'Avignon, je ne sais plus, comme chef de cabinet. Mais là, c'est autre chose, c'est pas le même Jacques Bompard, voyez-vous. Est-ce que c'est de la famille? Je n'en sais rien. Pour diriger son secrétariat particulier, il nomme Jean Millerand, son fils âgé de 21 ans, ce qui lui vaut des accusations de népotisme. Qu'est-ce que le népotisme? Et la tendance de certains supérieurs ecclésiastiques, évêques et papes, etc., et par extension de certains dirigeants d'autres institutions, la politique, hein, à favoriser l'ascension des membres de la famille. Mais ça, on a vu ça avec... oui, on le voit souvent, bon, avec Jacques Fillon, entre autres, hein, rappelez-vous, ou plus généralement de leur cercle rapproché dans les hiérarchies qui dirigent, bon, bref, au détriment d'autres hommes tout aussi valables et plus valables encore peut-être. Alors, au lendemain de son élection et de la démission de son gouvernement, le nouveau chef de l'État désigne Georges Legge, voilà Georges Legge, à la présidence du Conseil. Comme ministre des Affaires étrangères. D'accord. Voilà. Bon, on continue. En janvier 1921, bon voilà. Tension avec les présidents du Conseil. Donc, le Conseil des ministres, dirigé par le premier d'entre eux, hein, le président du Conseil, qu'on dirait Premier ministre aujourd'hui. Et comme vous le savez, bien sûr. Alors, les conflits, bah oui, hein. Réception, déplacement et cérémonie. Chantre du patriotisme, Alexandre Millerand est à l'origine de la tombe du soldat inconnu. Ah, ça je ne savais pas. Vous voyez, sous l'Arc de Triomphe, qu'il inaugure le 11 novembre 1920, justement, date de l'anniversaire de la libération, enfin de la fin de la Première Guerre mondiale. 1920, lors de la célébration du cinquantenaire de la République. Donc 251, Rizzo, les sources, hein. Le discours de M. Millerand, un appel à l'union sacrée, le Gaulois, voilà, numéro 457-45, 12 novembre 1920, etc., etc., etc. Lors des cérémonies du 14 juillet 1922, à l'angle de l'avenue de Marigny, voilà, pour ceux qui connaissent bien Paris le 8e, et de l'avenue des Champs-Élysées, le militant anarchiste voilà, Gustave, oh, il est jeune, hein. Quel âge il avait, lui? Il est mort, Lagny-sur-Marne, et un anarchiste des habitants du pays du fromage. Bon, tire plusieurs coups de feu avec l'objectif d'atteindre le chef de l'État, mais il vise un mauvais véhicule. Ah, ben il a eu la chance, lui. Il ne voyage pas à l'étranger, mais reçoit de nombreux dirigeants au palais de l'Élysée. Bon, voilà. Visite de la préfecture de Lille, 1921. Remise de la croix de guerre au drapeau de Saint-Cyr, oui, 1922. Et déplacement dans le Puy-de-Dôme en 1923. Alors quelle ville, je n'en sais rien, mais bon. Action en matière politique extérieure. Les textes constitutionnels reconnaissant explicitement la compétence du président de la République dans le domaine de la politique étrangère. L'action d'Alexandre Millerand sur ce point est moins sujette à la critique que sur le plan intérieur, bien que de fréquents différends interviennent avec les précédents du Conseil Aristide Briand et Raymond Poincaré. Alexandre Millerand avec la reine Marie de Roumanie, ici, voilà, à Paris le 12 avril 1924. Sur la question allemande, il semble, dans les premiers mois, continuer de prôner une politique d'apaisement, soutenant l'idée de Jacques Sédou. Voilà, Jacques Sédou est un diplomate économiste des habitants du pays du fromage,
d'établir avec le Reich un plan différent du traité de Versailles. Alors là c'était après la défaite de l'Allemagne par la coalition en 1918. Et s'opposant à la proposition du ministre des Finances, Paul Doumer, voilà, qui lui prône une autre politique, enfin bon, d'aliéner le domaine public allemand. Il se montre cependant inquiet de la volonté de conciliation affichée par Aristide Briand, à qui il demande régulièrement de se montrer plus ferme lors de la conférence de Cannes. La différence de Cannes, redoutant un abandon des droits de contrainte de la France et l'octroi d'un moratoire à Berlin. Bon, bref, on va pas continuer là, la lecture, c'est très long. Projet avorté de révision constitutionnelle. Ah, bon, ben ça va. C'est parce que la Constitution a suffisamment, bien sûr, comment dire, pas mal changé. Hein. Qui c'est ça? C'est Alexandre Millerand. Ah, bon. Crise avec le cartel des gauches et des missions. Bon, bah voilà, Alexandre Millerand avec Édouard Herriot, que voici. Voici le portrait. Président du Parti radical et principal acteur de la crise institutionnelle de 1924, qui précipitera, alors ça c'est François Mitterrand sans doute, Alexandre Mitterrand, pardon, et lui, Édouard Herriot. Alors, à la fin de l'année 1923, le député Gratien Candas, voilà, Gratien Candas, peut-être ouais, non, c'est un Français lui. Ah bon, il serait peut-être pas trop, parent avec, oui, peut-être. Ah, écrit pour la veuve du PRDS, la politique tracée par M. Millerand découvre sa personne et si demain elle était désapprouvée par le suffrage universel, nous aurions sûrement à déplorer sa démission. Cependant, cette hypothèse n'est pas encore privilégiée par le... Je vais noter ce personnage qui me plaît beaucoup et je vous dirai pourquoi un jour peut-être. Voilà. Peut-être eu égard à la personne, à la, comment dire, à l'identité de Owen Candace pardon, des États-Unis, peut-être est-elle de la famille, peut-être. Alors, Alexandre Millerand arrivant à l'hôtel de la C le 5 juin 1924, après sa démission, peut-être, hein, propose à la présidente du conseil de Rio, non. Bon, ben, alors, après l'Elysée, bon, alors bon, ils disent pas grand-chose. Après un mois de conflit, le 11 juin 1924, constatant qu'il a épuisé tous les moyens légaux, Alexandre Millerand présente sa démission dans une lettre lue aux deux chambres. Dans la foulée, il adresse un message aux habitants des Pays des Fromages, dans lequel il rappelle son action depuis son arrivée à la présidence du Conseil, affirme avoir respecté le suffrage universel qu'il oppose au parti et annonce son intention de poursuivre son engagement politique. Il n'a pas arrêté pour autant. Hein. Dirigeant de l'opposition de droite et sénateur de 1924-1940 jusqu'à, ben voilà, hein, Alexandre Millerand prononçant un discours en hommage aux membres des jeunesses patriotes tués par des communistes lors de la fusillade de la rue d'En-Raymond à Paris par Ville Notre-Dame le 26 avril 1925. Alors, sénateur de la Seine et déclin de la Ligue. Cherchons, voilà. Alexandre Millerand sortant du palais du Luxembourg au lendemain de son élection comme sénateur de la Seine, 6 avril 1925, après sa démission, bien entendu, puisqu'il a repris des mandats moyennant le suffrage des grands électeurs pour le Sénat, je rappelle. Hein. Retour au Sénat comme élu de l'Orne a deux mandats, pas mal, hein. Figure du pacifisme, Aristide Briand est la principale cible d'Alexandre Millerand qui dénonce sa politique d'abandon. Ah, bon, mais ça... Hein. Alexandre Millerand, lors des élections sénatoriales de 1927, voilà. Dernières années, maladie et mort, 1940-1943. Voilà, monsieur Alexandre Millerand est mort. Article paru en une du périodique L'Œuvre,
Qu'est-ce que c'est que ce journal? L'œuvre est un périodique habitant des pays du fromage de la première moitié du XXe siècle, engagé à l'origine à gauche. Le journal passe à la collaboration pendant l'occupation, ce qui mène à sa fin. Ah, à la suite de la mort d'Alexandre Millerand. Voilà, ça c'est sépulture, ça tombe, hein. Tombe de la famille Millerand au cimetière de Passy à Paris 16e. Voilà, chers amis, on a fait un peu le tour. Alors, après la défaite de 1940, Alexandre Millerand se retire de la vie publique et quitte rarement sa résidence versaillaise du 10 rue Mansart à Versailles. Il reste cependant président de la Société des Amis de Versailles et, et effectue une de ses dernières apparitions publiques le 20 mai 1941 pour le 60e anniversaire de son inscription au barreau de Paris. Il commence à l'écriture de ses souvenirs, mais la dégradation de son état de santé l'empêche de mener le projet à son terme. Voilà. Après son 84e anniversaire, son état de santé se dégrade rapidement. Le 6 avril 1943, après avoir passé une dizaine de jours alité et avoir subi la veille une opération chirurgicale, il meurt à son domicile de Versailles. La cause exacte de la mort n'est pas dévoilée. Mais la maladie de Parkinson est évoquée. Son décès ne fait pas l'objet d'une forte médiatisation en raison du contexte de guerre et des difficultés rencontrées par la presse. Ces obsèques ont lieu le 9 avril 1943 en l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles, en présence de représentants du maréchal Pétain notamment, et du gouvernement Laval. Ah oui, c'était déjà le gouvernement Pétain, oui. Respectivement le général Bricard, voilà, et Ferdinand de Brinon. Voilà, représentant du gouvernement de Vichy, d'accord, auprès du commandement allemand. Bon. Du préfet de Seine-et-Oise, d'anciens ministres de délégation de l'Ordre des avocats de Paris, de l'Institut de France et de la Ligue des Patriotes. Voilà, la Ligue des Patriotes est fondée le 18 mai 1882 par Paul Déroulède. Elle est l'un des mouvements pionniers du nationalisme des habitants du pays des fromages. Oui, enfin, bon, vous connaissez la suite. Hein. À l'issue de la cérémonie, Alexandre Millerand est enterré au cimetière de Passy. Bon, voilà. Bon, on passe rapidement. Évolution de son évolution. Bon, voilà. Jean Jaurès, Alexandre Millerand est la principale figure du socialisme à la fin du 19e siècle. Oui, ça, bon. Socialisme, droite radicale, bon. Bref, Alexandre Millerand accueilli à Riom par des femmes en costume auvergnat. Voilà, c'est joli, hein. Nationalisme et politique étrangère. Pendant son engagement socialiste, il se distingue des marxistes en refusant de privilégier l'internationalisme au patriotisme. Oui, à l'époque, les socialistes étaient quand même un peu plus patriotes, jusqu'à la fin de la SFIO d'ailleurs. L'arrivée de François Mitterrand est bon. Voilà, chers amis, je ne vais pas sujet religieux, bon, baptisé, il s'éloigne de l'église, bon, ça, il fait ce qu'il veut, hein, pas tout. Hein. Version institutionnelle, il milite pour une révision des lois constitutionnelles, bon, 1995, afin de revoir un régime bâtard, bon, et ça c'est quoi ça? Oui, on a vu. En mars 1921, la foire de Lyon, voilà. Chers amis, voilà, on va arrêter là, parce que ce serait encore antisémitisme, ah oui, ah bon, malgré la conversion de sa mère, son baptême ou son athéisme, Alexandre Millerand est l'objet d'accusations antisémites, bon, tout au long de sa carrière politique. Les stéréotypes sont diffusés par les chefs de file de l'antisémitisme de l'époque avec Édouard Drummond. Ah, il y aurait beaucoup à dire sur lui. Il y aurait beaucoup à dire. J'y reviendrai peut-être un jour. Édouard Drummond ou Charles Maurras. Voilà, Charles Maurras. Oh, on ne montre pas le portrait. Ah, voilà.
et rabâché à foison par la presse d'extrême droite, au premier rang de laquelle l'Action française, voilà, de Charles Maurras. Après sa mort, Charles Maurras l'appelle encore le petit-fils de l'organiste israélite de la cathédrale du Mans et le butor buté au nom de la faction juive. Ah, décidément. Alexandre Millerand, Sidi Bel, Abbès, Algérie, bon, les habitants des habitants du pays des fromages, pardon. Éducation, bon, autre profit de particularité, j'ai rien à dire de particulier. Voilà, à la présidence, voilà, au Parlement, on a vu tout ça déjà. Élections législatives, bon, c'est trop long, on va pas s'arrêter là. Les décorations, elles ne sont pas nombreuses, hein. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que je vous demanderai, je ne vais pas me répéter. Alors, sachant qu'après sa démission, il y a eu une vacance de gouvernement, alors ce sera le gouvernement de François Marsal. Donc voici, ah non, on n'a pas la figure. Le gouvernement François Marsal est un gouvernement des habitants du pays du fromage de la Troisième République qui a duré 2 jours du 8 au 10 juin 1924. Oui, c'était l'intérim assuré par ce gouvernement, ce chef de gouvernement, Premier ministre de l'époque. Voilà, chers amis. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, ben vous savez ce que j'en pense, ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à commenter, ça me gêne un peu que je ne vois aucun commentaire depuis déjà pas mal de temps. Parfois il y en a un, alors un seul, toutes les 10 ou 15 vidéos, ça dépend, ou les 20. Alors n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien, sauf à me donner votre avis ou des critiques, ou au contraire comment dire, des idées. Je les attends avec plaisir, et même les critiques, hein, vous inquiétez pas. Et donc, on se dit à très bientôt. Au revoir.